Bonsoir à tous. La conférence que je vous propose ce soir donc a pour sujet l'utilisation de la psychologie, en tout cas des connaissances de notre psychisme. Aujourd'hui, des neurosciences, donc l'utilisation qui en est faite au niveau social à travers le temps. Édouard Bernays était le neveu de Sigmund Freud, qui était aux États-Unis. Alors il est mort à 104 ans, je crois, en 1995. Et donc c'est lui qui est le père du marketing et de la propagande, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas dans un régime nazi ou sous Staline que la propagande est née, mais c'est bien aux États-Unis. Édouard Bernays, donc j'ai mis la photo là, a commencé à utiliser les théories de son oncle Freud et aussi les théories des foules de Gustave Le Bon, donc au service des entreprises et des corporations américaines. L'objectif donc étant d'utiliser ces connaissances pour permettre aux marchés financiers notamment d'obtenir des marchés et de développer le business, on va dire. C'est toutes ces théories, donc là je me réfère notamment à ce livre, donc Propaganda, qui est la traduction française de l'ouvrage de Édouard Bernays qui s'est fait en 1928, où il explique les bases donc, du marketing, et avec comment on utilise et on exploite notamment les pulsions des individus afin de créer donc une société, la société qu'on connaît maintenant, donc la société de consommation. Et il faut savoir que ce document-là, ces théories-là, sur le marketing ont été ont été utilisées par le régime nazi et notamment Goebbels, qui en effet la propagande, donc ces principes-là ont été utilisés pour arriver au pouvoir, mais aussi pour le conserver pendant les années du Troisième Reich. Les principes qu'a développé Bernays sont sur deux volets différents. Donc sur le volet du marketing, où là les clients étaient en effet les grandes entreprises américaines. Alors j'ai mis General Motors ou Lucky Strike. Alors Lucky Strike parce que notamment Bernays, c'est celui qui a été missionné par Lucky Strike et les cigarettiers pour augmenter les parts de marché et que les femmes se mettent à fumer. Et c'est donc lui, avec les théories de Freud, qui a imposé ça. Alors comment il l'a fait? Vous avez assez peu de photos, mais en fait, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de fumer, et il a donc utilisé les suffragettes. Alors il a orchestré un grand événement, donc le jour de la liberté, et il a fait sortir d'un gâteau et avec une cigarette les suffragettes qui voulaient en effet avoir le droit de vote. Et donc et il appelait ça les torches de la liberté, alors bien sûr avec la symbolique de la statue de la liberté et la fameuse torche, et à partir de ce moment-là, en effet, les femmes se sont mises à fumer. Voilà. Et plus personne n'a dit quoi que ce soit quand une femme fumait, puisque c'était mis en lien avec ça. Alors, en quoi ça a rapport avec les théories freudiennes? C'est que le symbole de la cigarette, c'est le symbole phallique, et ça représente la puissance masculine. Et donc, il a déterminé que de le lier à la liberté et aux suffragettes, c'était quelque chose qui était... et en effet, ça a bien fonctionné. Et c'est vrai que c'est vraiment le pouvoir de l'ombre. Il n'a pas du tout été connu, on n'en a pas entendu parler. Moi, à la fac, on ne m'en a pas parlé parce que je suis psychologue, et c'est vrai qu'on ne m'a pas parlé de ça. On me parlait de déontologie, mais pas du tout de l'utilisation sociale qui était faite des théories de psychologie, notamment par le marketing. Donc, première branche, le marketing, et puis la deuxième branche, c'était ce qu'il appelait les relations publiques, plus exactement la propagande, parce que propagande n'avait pas très très bonne presse, c'était pas un mot qui était joli, mais donc il appelait ça plutôt public relation, et là donc c'était directement le gouvernement américain
donc qui avait recours à ses services. Il a été notamment, alors, soit pour redorer un petit peu l'image des présidents ou des hommes politiques, ou alors pour la CIA, il a travaillé dans le cadre de contextes de guerre. D'ailleurs, j'ai un petit film pour expliquer un petit peu les fondements qui illustrent comment en effet tout ça a été orchestré. J'ai un petit passage, parce que je me suis inspirée beaucoup de ça, où il y a un documentaire de la BBC de 2003 qui a eu l'award d'ailleurs du meilleur documentaire et qui montre avec les images d'archives, parce qu'il y a les archives déclassifiées, etc., ce qu'il en était. One of Bernays' main clients was the giant United Fruit Company. They own vast banana plantations in Guatemala in Central America. For decades, United Fruit had controlled the country through pliable dictators. It was known as a banana republic. But in 1950, a young officer, Colonel Arbenz, was elected president. He promised to remove United Fruit's control over the country. And in 1953, he announced the government would take over much of their land. It was a massively popular move, but a disaster for United Fruit, and they turned to Bernays to help get rid of Arbenz. United Fruit brings in Bernays, and he basically understood that what United Fruit Company had to do was change this from being a popularly elected government that was doing some things that were good for the people there into this being very close to the American shore, a threat to American democracy, that it being at a time in the Cold War when Americans responded to issues of the Red Scare and what communism might do, he was trying to transform this, and brilliantly did transform it into an issue of a communist threat very close to our shores, taking United Fruit again as a commercial client out of the picture and making it look like a question of American democracy, American values being threatened. In reality, Arbenz was a democratic socialist with no links to Moscow. But Bernays set out to turn him into a communist threat to America. He organized a trip to Guatemala for influential American journalists. Few of them knew anything about the country or its politics. Bernays arranged for them to be entertained and to meet selected Guatemalan politicians who told them that Arbenz was a communist controlled by Moscow. During the trip, there was also a violent anti-American demonstration in the capital. Many of those who worked for United Fruit were convinced it had been organized by Bernays himself. He also created a fake independent news agency in America called the Middle American Information Bureau. It bombarded the American media with press releases saying that Moscow was planning to use Guatemala as a beachhead to attack America. All of this had the desired effect. In Guatemala, the Jacob Arbenz regime became increasingly communistic after its inauguration in 1951. Communists in the Congress and high governmental positions controlled major committees, labor and farm groups, and propaganda facilities. They agitated and led in demonstrations against neighboring countries and the United States. But what Bernays was doing was not just trying to blacken the Arbenz regime. He was part of a secret plot. President Eisenhower had agreed that America should topple the Arbenz government, but secretly. The CIA were instructed to organize a coup. Working with the United Fruit Company, the CIA trained and armed a rebel army and found a new leader for the country called Colonel Armas. The CIA agent in charge was Howard Hunt, later one of the Watergate burglars. What we wanted to do was have a terror campaign to terrify Arbenz particularly, terrify his troops, much as the German Stuka bombers terrified the population of Holland, Belgium, and Poland at the onset of World War II, and just rendered everybody paralyzed. As planes flown by CIA pilots dropped bombs on Guatemala City, Edward Bernays carried on his propaganda campaign in the American press. He was preparing the American population to see this as the liberation of Guatemala by freedom fighters for democracy. On June the 27th, 1954, Colonel Arbenz fled the country, and Armas arrived as the new leader. Within months, Vice President Nixon visited Guatemala.
In an event staged by United Fruit's PR department, he was shown piles of Marxist literature that had been found, it was said, in the presidential palace. This is the first time in the history of the world that the communist government has been overthrown by the people. And for that we congratulate you and the people of Guatemala for the support they have given. And we are sure that under your leadership, supported by the people whom I have met by the hundreds on my visit to Guatemala, that Guatemala is going to enter a new era in which there will be prosperity for the people together with liberty for the people. Thank you very much for allowing us to see this exhibit of communism in Guatemala. He had manipulated the American people, but he had done so because he, like many others at the time, believed that the interests of business and the interests of America were indivisible, especially when faced with the threat of communism. But Bernays was convinced that to explain this rationally to the American people was impossible, because they were not rational. Instead, one had to touch on their inner fears and manipulate them in the interests of a higher truth. He called it the engineering of consent. Voilà, donc ça durait un petit peu. Ça va, vous avez réussi à lire. Cet extrait donc, est intéressant parce qu'il montre l'utilisation notamment qui était faite des médias, qui était surtout appuyé sur faire passer une société donc, du besoin à une société donc de consommation. Hein. Et là, on voit donc, par rapport à United Fruit, donc c'est en effet consommer des bananes. Dans le documentaire original, on voit d'ailleurs après des publicités qui ont été faites sur ça en disant ben voilà, maintenant vous savez d'où viennent les bananes et votre maman va pouvoir faire des cakes aux bananes, etc. Là, l'idée en fait par rapport au marketing politique en tout cas, c'est de faire passer une pulsion, notamment là, la pulsion, la peur pendant la guerre froide, la peur des communistes, d'utiliser ces pulsions-là et ces sentiments pour les lier donc à des produits. Hein. Ce documentaire était intéressant surtout parce qu'il montrait le pouvoir énorme des médias, comment donc il a mis en place des agences de presse spéciales qui diffusaient des articles pour donner des informations. Et tout ça est dans ce livre-là sur les principes du marketing. Il l'a développé donc dans le cadre de son travail de la relations publiques, donc différents outils, notamment utiliser des scientifiques, financer des travaux, mais aussi les payer pour, comme caution par rapport à des produits, parce que les gens font confiance à ça. Notamment, il a, on ne disait pas coaché à l'époque, mais Caruso, donc qui s'occupait d'un chanteur d'opéra, et il avait dit, il y avait des médecins qui disaient qu'en effet ça lui faisait une meilleure voix et puis c'était très bien de fumer, voilà. Par exemple, c'est dit aussi dans cette... dans ce documentaire-là, qui est en 4 parties, c'est 4 fois 1 heure. Il a créé aussi donc, tout ce qui était presse spécialisée, donc en complément des médias mainstream. Tout ce qui était les films aussi, à l'époque Hollywood, quand la mission était remplie, en effet, on fumait une cigarette. Et donc ce qui faisait rentrer aussi par rapport à ça, y compris les femmes, donc il faisait rentrer les gens. Les films permettaient de passer en effet pas mal de messages là-dessus, donc de créer des événementiels aussi. Il a développé ça, les défilés de mode et autres. La publicité du coup, mais qui ne parle plus en termes de besoin, acheter ma lessive parce qu'elle lave bien, mais qui va parler que du coup elle a tellement une bonne odeur on peut séduire tout le monde, sur des désirs plus liés à tout ce qui est attirance sexuelle ou être en tout cas désirable par rapport à ça. Vous avez donc l'instrumentalisation des médias de masse,
qui ne s'occupe plus du raisonnement, donc qui est lié à ça. Et puis aussi tout ce qui est sondage d'opinion et groupe cible qui arriveront un petit peu plus après, mais c'est vrai que les psychanalystes américains à l'époque, et on le voit dans le documentaire aussi, étaient dans les agences de publicité et payés par les entreprises pour faire des groupes et leur faire donc expliciter aux gens leurs pulsions, leurs désirs, de façon à pouvoir donc formater des messages qui lient le produit à ses pulsions et ses désirs. Voilà, donc les médias alors ont un rôle vraiment important, hein. Je l'ai mis tout à l'heure, c'était le 4e pouvoir, c'est-à-dire que c'est la façon de formater l'opinion, puisqu'en fait on ne peut digérer que ce qu'on nous donne à manger. Et donc on a bien sûr plusieurs canaux, hein, donc la télé, la presse écrite, les films, la radio, les livres, les DVD et CD, bon pas à l'époque, mais voilà, l'affichage aussi, qui est une façon de faire donc, de la publicité, qui est un support marketing, et puis dernièrement aussi le web, hein, qui est un média de masse, mais qui finalement est individualisé, qui est un petit peu particulier, mais qui fait partie aussi de ça. Et en effet, dans une démocratie, comme c'est ceux qui formatent l'opinion, comme on le voit là, hein, donc pour le Guatemala, où en effet il fallait donner, en tout cas faire accepter à la population d'aller en guerre là-bas pour libérer les peuples au Guatemala, en effet, donc le formatage d'opinion est fondamental pour ça. Alors, donc je vous en ai parlé, donc le documentaire, je ne sais pas si je l'ai dit, s'appelle le Century of Self, donc le siècle du moi. Cette phase-là, en tout cas, du marketing, elle est le début du marketing, donc c'est l'American Way of Life, hein, comme on appelle, où en effet les besoins et les désirs sont comblés par les entreprises. Hein, et c'est réellement ça qui est mis à l'œuvre, et les pulsions sont utilisées justement pour pouvoir combler ça par les produits. Et l'idée derrière, en fait, c'est pas du tout d'émanciper, hein, qu'on a vu, d'émanciper ou de libérer l'être humain, mais c'est bien par rapport à ça d'empêcher la sauvagerie, les pulsions, puisqu'en fait, Freud, notamment sur la fin de partie de sa vie, il avait un cancer de la mâchoire et avait une vision très pessimiste et assez négative de l'être humain, qu'il voyait plutôt comme des êtres égoïstes et puis aussi avec des pulsions agressives qu'il fallait absolument canaliser parce qu'elles étaient dangereuses. Et tout ce qui était donc ce domaine de ces pulsions devait être ensuite pris en charge en effet par la société pour les canaliser, et donc Édouard Bernays les a utilisés pour les canaliser par rapport aux produits et puis au pouvoir donc financier et capitaliste des États-Unis. Alors il faut savoir que Freud n'était pas du tout sur cette lignée-là, il n'était pas du tout d'accord pour que son neveu utilise ces théories-là pour les entreprises. Bernays lui avait proposé, quand il avait quitté l'Allemagne, que c'était un petit peu difficile financièrement, il avait proposé de venir et puis de faire des articles dans des magazines, et Freud avait refusé. Donc cette utilisation-là était pas inclus, je dirais, dans la théorie de Freud, hein, puisque lui, son objectif, c'était de comprendre comment fonctionnait le cerveau, mais l'utilisation sociale qui en a été faite aux États-Unis, donc relève plutôt de son neveu, voilà, Édouard Bernays. Vous avez un autre livre donc qui est de Noam Chomsky, qui s'appelle justement La fabrication du consentement, qui est un gros pavé et qui explique aussi toute cette période-là. Donc Noam Chomsky, qui est le linguiste au Massachusetts Institute of Technology, et qui explique donc l'emprise notamment des corporations et des firmes américaines sur ça.
Alors, on a... alors, ce qui s'est passé, c'est que après ces années folles, hein, où justement le capitalisme libéré, il y a eu la fameuse crise de 29 avec le jeudi noir, et donc les États-Unis sont tombés dans une grande crise avec énormément de suicides, de choses comme ça, et donc Roosevelt est arrivé au pouvoir, et son projet c'était alors comme de l'autre côté de l'Atlantique d'ailleurs, Hitler c'était la même chose, c'était de réguler le capitalisme, puisque en fait c'était l'une des causes de ces crises. Et Roosevelt a mis en place le New Deal, hein, donc qui est de façon à remettre l'économie en place et puis redonner le moral aussi, c'est de redonner un rôle à l'État pour s'occuper des chantiers publics, des routes, etc. et relancer l'économie. Et évidemment, ce qui menaçait la liberté de United Fruit pour les bananes, mais aussi General Motors ou les cigarettiers. Et donc, ils ont mandaté notamment, il y a eu en 1939 l'exposition universelle à New York qui s'est fait, et Bernays a été mandaté par toutes les grandes entreprises américaines transnationales, donc General Electric, Carrier ou Ford, de mettre en place donc dans une logique d'avenir, hein, on voit il est marqué The World of Tomorrow, donc cette sphère-là qui représente donc la démocratie et qui est donc un concept pour convaincre les Américains qu'en fait ce n'était pas l'État qui pouvait leur apporter le bonheur, mais c'était bien la climatisation que faisait Carrier, les superbes voitures qui permettaient d'aller où on veut, etc. Et l'électricité. Et que du coup, c'était de convaincre de ça et de saper cette politique. Donc dans la tête, hein, dans les mentalités des gens, parce que c'est une exposition universelle qui a eu un grand impact à l'époque. Et dans ce cadre-là, le citoyen, donc là on voit bien le lien entre la politique et le business, hein, et l'entreprise, la consommation. Et le citoyen, du coup, il est conçu dans cette démocratie comme un agent, un consommateur, mais qui est complètement passif, qui est donc irrationnel, hein, mues par des pulsions, et comme elles sont dangereuses, il faut en effet les canaliser par la consommation. Et c'est bien ce projet-là de société que portent les sociétés, les multinationales qu'on appelle maintenant, ou les pouvoirs, les puissances financières, et l'objectif étant justement de décider et de définir l'avenir. Avec des grandes... Dans le documentaire, il y a des images filmées de cette exposition universelle qui sont assez intéressantes, où on voit déjà des robots, des choses de ce type-là qui se retrouvent donc aujourd'hui. La Seconde Guerre mondiale a renforcé cette crainte, cette vision de l'homme pessimiste des théories freudiennes. Et par rapport à ça, il y a eu aux États-Unis vraiment un fossé de plus en plus grand entre les élites et les masses qui s'est fait, et donc un désir d'autant plus important de les contrôler. Parce qu'avec ce qui s'était passé au niveau des massacres, au niveau de la Seconde Guerre mondiale et des atrocités qui s'étaient passées, donc ça a confirmé en tout cas dans les têtes des élites américaines qu'en effet il fallait absolument réprimer toutes ces pulsions agressives, égoïstes chez les êtres humains. Et puis, cette phase-là, un petit peu, donc le courant freudien, hein, qui a été à l'origine de tout ce qui était propagande et marketing, donc a fini parce qu'il y a eu une phase, donc après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu ça, et puis il y a eu aussi différents échecs, parce que à l'époque, chaque VIP, chaque personnalité avait son psychanalyste, enfin, c'était vraiment quelque chose qui était très commun. Et il y a eu notamment le Marilyn Monroe, donc, qui était suivi par les psychanalystes, et
qui s'est suicidé. Et puis il y a aussi Anna Freud, puisqu'en fait c'est pas seulement Sigmund Freud, mais il y a aussi sa fille, hein, Anna Freud, qui a continué à travailler sur ces thèses-là, qui avait suivi une famille et en fait les enfants, une fois adultes, eux aussi ils se sont suicidés. Donc il y a eu tout un ensemble de chocs comme ça qui ont décrédibilisé ces théories freudiennes qui étaient justement d'utiliser les pulsions, mais pour que les gens se conforment à un modèle que l'État et que les entreprises avaient décidé. Hein, c'était ça, c'était des produits de masse en fait qui étaient consommés. Et vous avez, donc ça a fragilisé pas mal les choses. Et puis vous avez aussi donc Herbert Marcuse et aussi Wilhelm Reich, donc là qui était plus au niveau de la psychologie, qui ont aussi remis en cause les théories freudiennes. En critiquant et en disant qu'en effet de réprimer les pulsions, c'était quelque chose qui était au contraire, et que c'était la société qui pervertissait les gens, donc qu'il fallait au contraire libérer les pulsions, et notamment Herbert Marcuse, dont je vais parler plus précisément tout à l'heure. Donc c'était le courant freudo-marxiste, hein, donc c'était des freudiens, des psychanalystes, mais qui avaient revu ça à la lumière des théories marxistes. Et donc Herbert Marcuse a été à l'origine notamment de tout le courant étudiant anti-Vietnam et toutes les perturbations et les contestations qu'il y a eu, qui ont été d'ailleurs très très violentes. En 68, il y a eu plusieurs morts et qui a donné ensuite le mouvement hippie. Voilà, donc ça c'est la fin, je dirais, du freudien, et on passe ensuite à un autre événement important dans l'histoire, hein, de l'utilisation des sciences humaines, parce que là on touche plus à l'anthropologie et puis à l'ensemble des sciences dans son ensemble. Donc le deuxième épisode important, c'est les conférences Massey. On va voir la convergence justement qu'il va y avoir entre les deux, avec cette remise en cause-là. Donc là, vous avez donc plusieurs choses. Vous avez un livre donc d'un maître de conférence à Metz, hein, Baptiste Rapin, qui est parti aux origines du management, hein, qui explique donc cette phase-là, hein, des conférences Massey, et l'idéologie qu'il y a derrière, en effet, ce regroupement de scientifiques. Vous avez aussi un autre livre sur les sciences cognitives, et puis vous avez ce documentaire-là qui est, que j'ai ici, donc qui est, alors c'est pas la même couverture, celui-là c'est l'allemand qui est sous-titré, donc Das Nest, la toile, hein, donc qui explique un petit peu aussi cet épisode-là important, qui est pas connu non plus, pas très connu non plus. Bon, on en a un peu parlé à la fac de ces conférences Massey, en effet, qui étaient donc des scientifiques après la Seconde Guerre mondiale qui se sont réunis pour définir donc quel monde on devait mettre en place pour assurer la paix, et voilà, et comment la science et la psychologie et les sciences humaines pouvaient être utilisées à ces fins-là. Voilà, alors, donc, les conférences Massey, ce sont donc des scientifiques alors essentiellement états-uniens, hein, qui se sont réunis, donc, et d'ailleurs beaucoup qui viennent d'Allemagne, hein, qui ont fui notamment le vieux continent, qui se sont réfugiés aux États-Unis, donc entre 1942 et 1953, et qui ont été financés donc par différentes fondations, notamment la communauté juive qui voulait comprendre, hein, ce qui s'était passé lors des épisodes nazis, mais aussi du gouvernement américain dans le contexte de guerre froide qui s'était mis en place avec la Russie, et donc qui se sentait menacé, en tout cas par rapport à ça.
Et donc vous avez parmi les participants, alors il y en a plus que ça, il y en a certains qui sont venus mais épisodiquement, qui ont plus été auditionnés, mais vous avez donc un des principaux, c'est Norbert Wiener, parce que c'est lui le père de la cybernétique. Hein. Et la cybernétique, ça veut dire donc étymologiquement la science du contrôle, hein, de la maîtrise. Donc ça a été fait pour ça. Lui, il était donc à l'origine employé par l'US Army et il a eu pour mission de définir donc des radars qui permettaient des canons anti-aériens qui permettaient donc de réguler en tout cas, de pouvoir ne pas avoir de contre-coup pour avoir un tir qui était plus juste. Hein. Donc, et là, il a touché du doigt ce qu'on appelle la régulation, hein, l'autorégulation, c'est-à-dire pas un système linéaire, mais un système où il y a des boucles de feedback, hein, qu'on appelle. Et donc, c'est lui qui a mis en place ce principe de la cybernétique, mais qui finalement et ce qui est ressorti de ces conférences massives, c'est bien cette science-là du contrôle. Vous avez ensuite donc le couple Margaret Mead et Gregory Bateson, donc qui sont des anthropologues, mais Gregory Bateson est à l'origine, je vais en parler tout à l'heure, hein, du mouvement New Age et de Palo Alto, hein, de l'école de Palo Alto. Ensuite, vous avez Heinz Forrester, donc, qui est métaphysicien. Alors, dans le documentaire d'Aznest, vous avez une interview, petits oignons, qui explique en fait le principe de ça. Alors, pour lui, son cerveau, il n'avait pas besoin d'avoir un ordinateur, parce que son cerveau, c'était un ordinateur, et donc il le dit, voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle le constructivisme radical. Il a été donc le secrétaire de toutes ces conférences massives et en fait il prône le fait que la réalité n'existe pas. Voilà, le constructivisme radical c'est ça. Et donc il se dit métaphysicien. Voilà. Ensuite Kurt Lewin qui est assez connu en psychologie, donc c'est la dynamique des groupes. Lui donc a alors, la dynamique de groupe, c'est justement, alors dans l'idée de la cybernétique aussi, c'est-à-dire constituer des groupes pour déséquilibrer l'ancien équilibre et faire évoluer les valeurs et restabiliser donc le système, ou en tout cas le groupe sur de nouvelles valeurs, hein, et par la régulation notamment, et puis en s'auto-régulant directement. Hein. Donc là, c'est la mise en place notamment de ce principe cybernétique de modification d'un système par de la régulation. Ensuite, donc, Claude Shannon, qui est cybernéticien et mathématicien, donc lui c'est sur la théorie de la communication pour ceux qui connaissent. Milton Erickson, alors qui est quelqu'un de très connu, hein, on connaît l'hypnose ericksonienne, mais il est aussi à l'origine de la PNL, programmation neurolinguistique. Et voilà. Vous avez ensuite Warren McCulloch qui était biologiste. Ou Harold Abramson qui était médecin. Donc, alors, plus ou moins, ils étaient plus ou moins missionnés, ou en tout cas, ils travaillaient pour la CIA. Enfin, voilà, ils travaillaient aussi pour les universités, alors des universités privées ou alors des fondations. Ils ont intégré aussi, et c'est important, alors j'en parle de ces conférences massives, beaucoup plus en détail dans la première conférence qui s'appelle donc la mondialisation, ce mouvement pervers narcissique, où donc je détaille un petit peu ça, et notamment les théories de Adorno, Théodore Adorno, qui est donc de l'école de Francfort. Donc l'école de Francfort, c'était un groupe de psychologues, on va dire, qui travaillaient donc à Francfort et qui ont dû quitter
leur pays. Alors, il y en a qui ont notamment, qui sont allés aux États-Unis, notamment Herbert Marcuse, mais d'autres qui se sont exilés en Angleterre ou autre. Et donc, qui, notamment dans ces études-là, donc c'est par ces études-là, notamment ils ont fait une échelle, alors j'ai mis échelle F, hein, c'était l'échelle de fascisme. Hein. L'objectif, c'était de détecter chez les gens qui étaient potentiellement fascistes et antidémocrates. Et donc ils ont ciblé par rapport à cette échelle-là que tout ce qui était valeur conventionnelle, ben, c'était fasciste et que par contre les démocrates c'était ceux qui remettaient en cause l'ordre, enfin, ou en tout cas les valeurs conventionnelles. Voilà, donc Herbert Marcuse aussi, hein, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, tous les deux étaient freudo-marxistes, hein, donc ils avaient relu la psychanalyse à travers les théories marxistes, et voilà, donc sur la théorie autoritaire. Donc au niveau des conférences massives, donc c'est un petit peu bon, une constellation, hein, c'est-à-dire il y a plusieurs groupes, plusieurs personnes qui travaillent dans des universités pour des missions, etc. Alors donc j'ai mis donc la cybernétique, hein, Norbert Wiener, vous avez de l'USRMI la CIA, donc qui s'appelait avant OSS, les universités, donc Harvard, le Massachusetts Institute of Technology, Berkeley ou alors encore Stanford. Vous avez l'école de Francfort dont je viens de parler, la dynamique de groupe, vous avez les WIM. Vous avez l'Institut Tavistock aussi, qui est assez secret, on a assez peu d'éléments sur ça, mais ils ont pas mal œuvré, notamment sur tout ce qui est écologie des organisations. Vous avez l'Institut Esalen, qui est en Californie, et puis l'école Palo Alto, qui a été fondée par Bateson, donc qui correspond là plus au mouvement New Age. Donc, Norbert Wiener, donc là je vous ai mis la copie tout simplement à l'écran, hein, de son ouvrage sur la cybernétique, hein, et les fondements de ce qu'est cette science-là du contrôle. L'objectif de la cybernétique, en fait, c'est de maîtriser le comportement humain et de le contrôler, de le prévoir. C'est comme les canons anti-aériens, hein, de prévoir la trajectoire pour pouvoir, etc. Donc c'est la même chose. Il faut savoir que la cybernétique, c'est adapté ensuite à toutes les sciences, hein, quasiment. Toutes les sciences ont eu ce versant-là, plus dans une logique de boucle, de fluidité, de flux, et non plus de transcendance, c'est-à-dire par rapport à des réalités. Hein. C'était plus sur de la dynamique et du flux que sur une réalité. Et voilà. Donc, maîtriser le comportement, donc toujours, hein, ce que je disais, dans le contexte de guerre froide, et le fait aussi de vouloir éradiquer le racisme et aussi les guerres, donc la paix. Donc dans un premier temps, il y a eu deux mouvements dans la cybernétique, hein, rapidement. Le premier, c'était simplement de voir comment un système fonctionnait pour rester à l'équilibre, et puis ensuite, le deuxième temps, c'était vraiment de générer des chocs pour pouvoir, enfin des modifications pour pouvoir faire évoluer le système et retrouver un autre équilibre. Voilà, donc pour la cybernétique, le cerveau humain, il est vu comme un système de traitement de l'information, un peu comme une boîte noire, on ne sait pas trop comment ça fonctionne dedans, c'est pas trop leur problème. Le fait c'est que pour eux, le cerveau humain ou une société humaine ou une machine, c'est uniquement une machine à traiter de l'information avec des outputs et des inputs, donc output les sorties, puis les entrées, puis des boucles d'itération, des boucles de feedback, qu'on appelle aussi des boucles d'asservissement d'ailleurs. Donc, le cerveau humain ou les sociétés sont rééducables, hein, donc par redondance et rétroaction. Hein.
Donc notamment, je vous ai parlé tout à l'heure de la dynamique des groupes de Lewin pour faire évoluer les mentalités et les groupes par rapport à leurs valeurs et autres. La réalité n'existe pas, donc on est vraiment dans la cybernétique, plus dans une réalité, mais vraiment dans cette dynamique-là, sans s'interroger sur les faits. Ensuite, donc, qui est lié à ce que je disais tout à l'heure, à la transcendance, c'est-à-dire on n'est plus dans une logique où on étudie des faits factuels, mais au contraire où on est dans la gestion et la fluidification des rapports et des relations. La cybernétique donc, a mis en place ou a développé, en tout cas, c'est à l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc qui est, vous ne voyez pas très bien, c'est très petit, mais donc tout ce qui est informatique, robotique, mais le transhumanisme aussi, l'homme augmenté et puis Internet, qui donc la cybernétique a permis, avec ces boucles de réitération, ces automatismes, donc de générer cette branche-là, donc aussi de toucher tout ce qui est sciences cognitives, donc les neurosciences, donc ça touche aussi à l'intelligence artificielle, mais ça touche aussi la linguistique, la psychologie sociale, enfin, la sociologie et autres. Vous avez donc le New Age, dont j'ai parlé tout à l'heure un peu avec Palo Alto et Salem, donc tout ce qui est thérapie brève, la PNL, l'hypnose ericksonienne, le développement personnel, le coaching et tout ce genre de choses. Ensuite, donc le management, pareil, ce système cybernétique de contrôle des comportements, donc c'est appliqué à toutes les ressources humaines, mais aussi la qualité totale, la responsabilité sociale et des entreprises, et aussi tout ce qui est sciences de gestion. Donc ça, j'en parle dans ma conférence, notamment sur la flexisécurité ou alors sur la conception du travail française. Et puis donc l'ingénierie sociale dont on parle, qui est le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Alors, le nouveau sens sociétal, donc en 1953, ces conférences se terminent et en fait est déterminé un nouveau sens sociétal qui est que la cause des guerres et la cause du racisme, c'est la nature humaine elle-même. Voilà. Donc ce qui rejoint la vision aussi négative qu'avait Freud de la nature humaine, et que pour créer un monde en paix, en fait il faut un monde qui soit sans frontières, et qui soit dénué par rapport à ça que les États, puisque notamment vous avez des guerres qui sont faites entre États, donc il faut un monde où il n'y a plus de frontières et où ce soit multi-ethnique. Donc il n'y ait plus de race, plus de barrières non plus au niveau ethnique. Et ces scientifiques-là donc, ont fourni les plans et les outils cybernétiques pour le faire, notamment Internet et les sciences cognitives, etc. Vous avez la gouvernance, ce n'est plus la direction, mais c'est la gouvernance mondiale donc, qui doit se faire, notamment par les médias. Pourquoi ? Parce que en effet, les sociétés et les humains sont vus, comme j'ai dit tout à l'heure, comme des systèmes de traitement de l'information. Donc le point vraiment important, c'est de pouvoir maîtriser cette information-là pour pouvoir aussi maîtriser les systèmes. Voilà, et donc tout ça permettra de créer un homme nouveau, donc un homme qui est anti-autoritaire et qui permettra donc du coup de vivre ensemble en paix. Je montre dans ma conférence, notamment par rapport aux travaux de Ariane Biléran, qui a travaillé sur le harcèlement en entreprise pendant une vingtaine d'années. Elle a écrit un livre qui s'appelle L'autorité, psychologie et psychopathologie. Qui explique que il y a une confusion qui a été faite entre autorité et pouvoir. Et cette distinction peut se faire par rapport au fait que chez les Romains, il y avait l'autorité qui était dévolue au Sénat,
et qui étaient en fait des anciens magistrats. Et c'était eux qui portaient l'expérience, qui portait la mission de la transmission d'une génération à une autre et qui était en lien justement avec la réalité. Et vous avez par contre l'autre pouvoir qui était vous avez le podestas, donc le pouvoir qui est plus le gouvernement et qui lui donc c'est le pouvoir qui permet à une société qui fait des lois, qui contrôle, qui punit. Donc vous avez deux instances différentes, donc le pouvoir et l'autorité, l'autoritas, qui est dans une logique non pas d'imposer, mais l'autorité c'est une autorité. L'autorité c'est un pouvoir devant lequel on s'incline, l'autorité parentale. Donc, on est dans la transmission, ça s'arrête à un moment donné parce que l'enfant est à 18 ans et voilà. Donc il y a aussi l'autorité du maître à l'élève, donc qui sont des relations qui sont pas égales en fait. Mais c'est à un moment donné, justement, par rapport à une transmission. Et par contre, le pouvoir, c'est tout à fait différent, puisque là, c'est un pouvoir qu'exerce donc certains de contrôle et voire de répression par rapport à ça. Et les conférences Massy, donc en voulant faire un monde anti-autoritaire, ont confondu ces deux concepts entre le pouvoir nazi qui imposait et puis l'autorité. Voilà. Donc, alors pour comprendre un petit peu ces deux mouvements-là, si vous avez des questions tout à l'heure sur c'est courant parce que j'ai dû passer peut-être un peu vite, mais pour comprendre ça, là j'ai mis le schéma de la théorie freudienne, de comment fonctionne le psychisme. Donc vous avez le ça, qui est l'instance qui représente donc tout ce qui est pulsion, instinct. Et puis vous avez le surmoi, qui est par contre plus lié à ce qu'on appelle le complexe d'Édipe, et donc qui est lié au père, à l'autorité, aux lois, donc à l'État, à la morale et à l'éducation. Et vous avez le moi, donc, qui lui est l'instance un petit peu de régulation entre ces deux forces-là. Et on voit dans la première phase avec Bernays et le courant freudien que le ça devait être donc contenu et utilisé et conformer les individus et renforcer donc le moi. Et par contre, dans la deuxième phase avec les conférences Massy, mais aussi le freudo-marxisme et autres, au contraire, c'est ce qui est mauvais dans l'être humain, ce n'est pas lui, mais il faut au contraire libérer les pulsions, mais il faut détruire l'autorité, parce que c'est l'autorité, la morale, l'éducation, parce que c'est ça qui pervertit en fait l'être humain. Voilà. Donc on est sur deux systèmes qui sont complètement différents, mais l'objectif étant toujours de manipuler le moi, donc et de modifier l'être humain et ses valeurs. Voilà, donc j'ai remis là sous une autre forme, donc soit on canalise les pulsions, donc là c'est Freud, donc l'homme est irrationnel, ses pulsions sont dangereuses, et donc notamment l'égoïsme, et puis lié à la sexualité, tout ça. Et on crée là un conformisme par rapport et un conditionnement social. Et puis le deuxième temps, donc, duquel s'est emparé aussi les marketing, du courant de la psychologie, donc c'est de libérer les pulsions, donc avec William Reich, Marcuse, tout ce qui est New Age, détruire l'autorité, détruire l'État, c'était vraiment conçu comme créer un nouveau citoyen qui allait subvertir la société, parce que la société déformait la nature, la bonne nature de l'être humain.
Voilà. Mais par contre, alors là, on crée en effet, en renforçant l'ego, le moi, hein, en renforçant l'ego, on crée une société plutôt individualiste où il y a de l'isolement, où il y a une vulnérabilité du coup de chacun, puisque nous sommes une espèce sociale et où on est d'autant plus manipulable. Voilà. Donc tout ça, tout ce deuxième mouvement hein, pour libérer les émotions, hein, vous avez la bioénergie, vous avez tout un ensemble de choses de ce type-là. Donc tout ça a été dans un petit creuset californien. Hein. Donc j'ai mis une carte là, vous ne voyez pas très bien, mais alors vous avez la baie de San Francisco avec Palo Alto, hein, donc qui est une ville, hein, donc, mais l'école de Palo Alto est là. Vous avez Stanford, notamment qui a travaillé sur le groupe Esalen. Vous avez Berkeley qui est là, et puis vous avez la Silicon Valley. Qui n'est pas très loin, donc on est sur une échelle là de 10 km, hein, donc c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Et là, donc c'était vraiment le bouillon de tout ça. Donc vous avez l'école de Palo Alto, donc pour renforcer la personnalité et pour la paix, donc tout ce qui est non-violence, avec les WIN aussi, avec les thérapies familiales et puis les thérapies brèves. Vous avez les freudo-marxistes, dont Marcuse, dont j'ai parlé. Donc lui, il parlait d'un homme unidimensionnel, hein, c'est-à-dire qu'en créant du conformisme et en réprimant les pulsions, on créait un homme qui était uniquement sur une seule dimension. Et donc il veut créer un nouveau moi, donc c'est vraiment ce freudo-marxisme qui rentre en confrontation directement avec les États, les entreprises de marketing et ce courant freudien. Et puis, important par rapport à ça, parce que là ça reste au niveau idéologique, mais vous avez donc l'université de Stanford et notamment le Stanford Research Institute, donc qui notamment a été financé par les entreprises très proches de la Silicon Valley. Et par rapport à ça, quand ils se sont vus qu'en effet, le nouveau consommateur, ben, c'était plus quelqu'un qui voulait être formaté, mais qui voulait être lui-même, qui voulait se libérer et puis identifier sa personnalité, etc. Donc ils ont été complètement déstabilisés et ils ont chargé, donc, par l'intermédiaire du gouvernement aussi et de l'université, de savoir comment répondre à ce nouveau moi, qui du coup ne voulait plus de produits standards et de masse, mais qui était individualisé. Et donc, ils ont pris là pour modèle donc les travaux qui ont été faits donc, à l'Institut Esalen, et notamment c'est Maslow, hein, donc Abraham Maslow, j'ai parlé dans une conférence, donc la fameuse pyramide des besoins, hein, donc qui identifie qu'on a différents types de besoins, les besoins primaires, hein, donc qui sont les instincts de survie, hein, donc que ce soit boire, manger, avoir un toit et puis aussi se reproduire, hein, au niveau de la sexualité. Ensuite vous avez tout ce qui concerne donc la sécurité et puis la reconnaissance sociale et puis le dernier niveau qui est le développement de soi et l'autonomie, hein. Et donc ils sont partis de ça pour créer donc une nouvelle typologie de citoyens et pouvoir cibler en marketing différents groupes qui du coup échappaient complètement aux classes sociales, hein, parce qu'avant on voyait il y avait les ouvriers, il y avait les ouvriers qualifiés, il y avait les cadres, et puis il y avait selon les âges aussi, hein, donc on rangeait les gens et les marketing, donc utiliser ces catégories sociales là pour cibler des produits. Et là donc on passe à une autre phase du marketing qui, pour s'adapter à ce nouveau moi qui s'est libéré avec des désirs infinis, hein, et on est sur une logique non plus d'imposer un produit, donc de conditionner les gens à aimer un produit qu'on a fabriqué, mais de prévoir ce qui va plaire à tel type d'individu ou à tel autre.
Voilà. Donc, vous aviez différents types, par exemple les bobos, les bourgeois bohèmes, voilà, des catégories sociales là qui dépassent complètement les âges et aussi les professions, enfin les catégories socio-professionnelles qui sont faites. Voilà. Et à travers ces produits, c'est en effet, les gens recherchent, et c'est ça la particularité, recherchent à affirmer leur moi qui est libéré, et donc avec des produits qui sont en effet beaucoup plus diversifiés qu'auparavant. Donc là, je vous ai mis une... Alors ça, c'est les sociotypes, hein, on appelle en marketing les sociotypes, donc du centre français, hein, du centre de communication avancée, donc de l'agence Havas, parce que c'est eux qui édictent ça. Havas, ça fait partie du groupe Bolloré, hein, et c'est d'ailleurs le fils Bolloré, Yannick, donc qui est à la tête de ce centre-là. Il est marié d'ailleurs avec une fille Bouygues, hein. Le monde est petit. Donc vous avez différents types donc vous avez les pirates, vous avez les prétendants, vous avez les brouillards, les apartés, les synchronisés, etc. Donc qui sont rangés en fonction donc de l'affectif, c'est-à-dire s'ils sont très individualistes ou s'ils sont centrés plutôt sur l'intérêt général, qui est quelque chose qui est important. Chaque catégorie n'est pas contente du monde actuel et donc ils se positionnent de telle façon ou telle autre. Voilà, donc nous sommes rangés, hein, chacun de nous est rangé dans ce genre de choses, et le marketing en fait cible et crée des produits pour combler les désirs de tel groupe et tel groupe, mais sans plus passer par les ouvriers et les patrons, ou ci et là, mais par rapport à ces sociotypes. Alors, tout ça a donné naissance en fait à la mondialisation actuelle, et notamment l'arrivée de la politique de Reagan, du plan Reagan-Thatcher dont j'ai parlé aussi, hein, du néolibéralisme. Cette logique, hein, il n'y a plus de frontières, hein, parce que les ordinateurs avaient commencé à être créés, on pouvait commencer à faire des plus petites séries, hein, et les entreprises qui avaient peur justement d'avoir des surproductions avaient moins ce genre de choses, puisque la technologie avait permis de régler ce genre de choses. Donc le non-conformisme du nouveau citoyen américain, finalement, il n'était pas, ça a apparu du coup comme une opportunité, puisqu'en fait ces choix individuels remettaient aussi en cause l'État. Et l'État, finalement, pour les entreprises, c'est aussi des lois qui les empêchent, qui entravent leur liberté de s'adapter à ces choix individuels. Et finalement, l'entreprise passait pour combler beaucoup plus les désirs des gens et répondre à leurs attentes que l'État, qui lui demandait de payer des impôts pour pouvoir faire des services publics, etc. etc. Donc, autre chose importante, c'est qu'en effet, ces désirs-là, ils sont, comme on est dans une société de consommation, hein, donc ces désirs-là sont sans limite, hein, puis déconnectés des besoins. Et aussi, donc ça crée une dépendance, c'est-à-dire que pour affirmer ma personnalité, j'ai besoin d'afficher les produits aussi qui vont avec, donc finalement, ce tournant-là du marketing a été important et a permis vraiment un renouveau de tout ça, et notamment d'aller à la conquête du monde à travers ce néolibéralisme, puisqu'en fait, ces nouvelles mentalités de consommateurs, donc qui étaient plus basées sur des produits pas chers et qui sont très diversifiés, donc qui viennent de différents pays du monde, et puis différentes valeurs, donc a permis de mettre en place tout ce qui est libre circulation des marchandises, des personnes, des services, des capitaux aussi. Donc ça a été le fondement de ça. Et aussi donc de tout ce qui était les régulations d'État
qui pouvaient entraver cette libre entreprise et qui pouvaient entraver le fait que les entreprises répondaient aux besoins, aux désirs des gens. Voilà. Dans le documentaire de Century of Self, ils vont vraiment jusqu'aux années 2000, donc ils expliquent tout ce cheminement-là. Et vous avez toute cette période-là, Reagan, Thatcher qui est mis, mais il y a aussi la période Clinton, qui explique comment, en effet, l'entreprise s'est substituée complètement à l'État. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de ces principes-là, que l'entreprise est la mieux à même que les États de pouvoir combler les désirs des gens. Et qu'à partir du moment où on libérait tous les désirs des gens et qu'il n'y avait plus de contraintes par rapport à ça, c'est sûr que l'État était beaucoup moins apte. Et comment cette politique se faisait? Très concrètement, l'objectif c'était en effet de désengager complètement l'État. Mais sur quoi ils élaboraient leur programme? En fait, ils élaboraient leur programme sur les électeurs qui étaient indécis, c'est-à-dire ceux qui étaient ouvriers, qui étaient déjà leur clan, bon ça c'était pas la peine, mais sur les gens qui étaient autonomes, qui étaient dans les sociotypes self ou autonomes, et donc qui avaient besoin qu'on comble leurs désirs. Donc ce sont sur ces gens-là, sur ces catégories, sur ces sociotypes-là qu'on a élaboré les programmes. Et c'est comme ça qu'ils ont remporté Reagan et Thatcher, alors que personne ne croyait vraiment en ça, donc qu'ils ont remporté les élections, parce qu'en effet, ils ont mis en place ce genre de choses et l'utilisation de ces sociotypes dans l'édification de leur programme. Voilà, alors la gauche, par contre, ce qu'on appelle la gauche, à l'époque, était un peu horrifiée de ce qui arrivait. Mais ils ne remportaient pas, ils avaient du mal à remporter le pouvoir. Mais pour eux, il était important que pour que les individus aient une conscience politique et de développer leur connaissance et l'intérêt général, et pas de leur parler de leur désir personnel, mais bien de l'intérêt général. Et donc ils ont eu un petit peu du mal à rentrer dans ce nouveau système de marketing politique qui se mettait en place. Et ils expliquent notamment que Clinton a été élu avec un programme de gauche aux États-Unis, et avec relèvement des impôts, et puis s'occuper des pauvres, etc. Et puis quand il est arrivé au pouvoir, il s'est aperçu que la dette et le déficit financier étaient tellement colossal qu'il ne pouvait pas le mettre en place. Et donc les électeurs se sont sentis trahis, et donc il a perdu au Congrès, bref. Et du coup, pour pas perdre, pour être réélu, il a utilisé les nouvelles agences de communication qui lui ont conseillé, lui aussi, pour être élu, d'utiliser ces sociotypes et de se baser sur ces catégories de gens indécis qui, par exemple, je sais pas moi, voulaient un contrôle parental sur Internet, ou qui souhaitaient avoir des vidéosurveillance, ou etc. Donc sur ces détails du quotidien. Pour faire leur programme. Et c'est ce qu'il a fait, et puis ça a marché. Et en Angleterre, que pareil, Blair, Tony Blair et la gauche anglaise a dû rentrer aussi dans ce système-là, puis finalement en se disant, oui c'est vrai, c'est la démocratie, puisqu'on demande aux gens ce qu'ils veulent, et puis nous on répond à ceux qui souhaitent. Vous avez aussi bien la gauche que la droite qui se sont alignés sur cette logique de mondialisation. Alors chez nous c'est arrivé un peu avec François Mitterrand, Séguéla, tout ça, les agences de communication qui s'est mis en place à ce niveau-là. Le documentaire, par contre, de la BBC se centre plutôt sur l'Angleterre et son arrivée jusqu'aux arrivées dans les années 2000.
Voilà, et puis ce qui s'est passé quand même, c'est qu'à force de répondre à telle lubie de tel groupe ou tel autre, d'une c'était changeant, et puis de deux, c'était pas toujours cohérent. Moi je veux pas payer d'impôts, mais je veux plus de services publics par exemple, donc ça génère aussi un chaos et un discrédit quelque part de la politique. Dans ce marketing politique qui est sur justement modifier ou en tout cas utiliser les pulsions des individus qui sont comblés par les entreprises, donc questionner les gens sur leurs désirs et les analyser pour les combler par les entreprises, donc ce néolibéralisme-là. On a évacué la question politique, il n'y a plus de clivage quelque part gauche-droite, parce qu'on n'est plus dans une logique de classe sociale, capital-travail. On est sur une autre logique qui remet aux entreprises, ou en tout cas à quelque chose qui est au-dessus des nations, qui détruit en tout cas les États et les régulations, soit pour dérégulation des mœurs, ou alors pour les dérégulations aussi au niveau économique. Donc il n'y a plus qu'un seul parti, c'est de laisser un petit peu ces lobbies et ces firmes, donc le capitalisme, répondre aux besoins des gens. Et par rapport à ça aussi faire disparaître le pouvoir d'État qui opprime, notamment pour la partie un petit peu freudo-marxiste, on va dire, l'oppression de l'État. Donc en effet, nous en France, on a eu Emmanuel Macron, l'homme sans programme, pendant une bonne partie de la campagne présidentielle. En effet, il disait qu'il avait un projet, mais qu'il n'avait pas de programme. Et la dernière conférence, j'avais même montré un petit documentaire qui expliquait comment il avait utilisé le big data, c'est-à-dire les grandes masses de données, pour cibler justement ces indécis. Ils n'allaient pas taper à n'importe quelle porte, mais en fonction d'un croisement de données, des quartiers, etc. Donc ils arrivaient à cibler les indécis et ils faisaient remonter justement ces désirs, ces envies, etc. Donc tant qu'en effet ces remontées-là n'étaient pas finalement possibles, il ne fallait pas faire de faux pas et dire des choses qui en effet auraient déplu à cette branche-là. Et puis la deuxième, c'est un autre article de journal, dépasser le clivage gauche-droite, comme le veut Macron, une idée payante. Et c'est vrai, c'est aussi ce qui est apparu en fait pendant cette élection. Donc c'est ces deux paramètres-là. Et du coup, Macron, j'ai mis ces articles-là parce qu'ils représentent réellement, en France en tout cas, cette idéologie-là, où c'est l'entreprise qui en effet doit combler les besoins. Et notamment, investir sur l'intelligence artificielle, etc., comme j'ai expliqué l'autre fois. Voilà, donc comme j'ai dit, la gauche donc pense qu'en effet, les libérés, donc les gens et que les entreprises puissent satisfaire leurs désirs, quelque part, ils sont le mieux à même pour le faire, et que c'est finalement plus démocratique. Il y a eu d'ailleurs dans la gauche même beaucoup de heurts à cette période-là, à ce virage-là des gauches. Et le fait, c'est que derrière cette idéologie de marketing-là, comme on l'a vu dans le départ avec Bernays, c'est que l'idée derrière, ce n'est pas du tout d'émanciper l'être humain, mais c'est au contraire de le contrôler. Et donc, ce n'est pas du tout de l'émancipation, puisque la consommation, donc ça donne par contre une illusion de contrôle de sa vie, tout en laissant donc une élite, et notamment l'élite des multinationales, etc., ou des politiques, diriger la société. L'idéologie donc consumériste nous rend esclaves de nos propres désirs en exploitant donc nos pulsions, nos lubies ou autres, ou en les suscitant même, la propagande.
Donc l'aliénation, donc avec ce deuxième courant de la conférence Massey et cette libération par le New Age, parce que ça ne passe pas que par les médias, ça passe aussi par tout un ensemble de choses, le développement personnel, etc., où on doit se libérer, on doit s'affirmer en dehors de la société, mais uniquement pour nous-mêmes. Donc l'aliénation n'est plus un asservissement, on ne conditionne plus, mais c'est un choix. La soumission devient l'expression la plus immédiate de la liberté individuelle. Et c'est là où est la force de ce marketing, c'est qu'en effet, il y a des sociotypes qui sont très précis. Il y en avait beaucoup tout à l'heure dans le tableau. Ils arrivent vraiment très très bien à cibler. Et avec Internet et tout un ensemble de données qui sont aujourd'hui en train de digitaliser le big data, ils sont en train en effet d'affiner de plus en plus le type de profil et le type de personne pour pouvoir répondre à notre individualité. Voilà, donc quelque part, la mondialisation, et puis c'est la réalisation de la démocratie qu'avait évoqué Bernays, c'est-à-dire où les entreprises combleraient complètement tous les désirs des gens et créeraient un monde et une démocratie parfaite, qui est estimée parfaite, mais en fait, donc, qui n'a rien d'émancipateur, puisque ça part du présupposé que l'individu n'est pas capable de les peuples ne sont pas capables de s'autodéterminer par eux-mêmes, mais que c'est bien la science ou les élites qui doivent les canaliser et les diriger. Ça renverse, alors ce qui est très important, et ça Baptiste Rapin le montre très bien aux origines du management, c'est que ça renverse complètement la métaphysique, c'est-à-dire la conception du monde, la vision du monde qu'on a, qui nous vient de Platon, la sagesse grecque, qui voulait que le monde c'était en harmonie, le cosmos était en harmonie, et que l'humain devait aller illusionné par ses sens, il devait aller justement à la rencontre et à la connaissance, notamment par la philosophie, de la réalité du monde. Et là, c'est l'inverse. C'est l'humain et le monde et le chaos. Et c'est à une élite ou à une classe, en tout cas, à celui qui a le pouvoir, de domestiquer et de faire que les gens ne soient pas dangereux et ne créent pas la guerre, etc. Donc, c'est un type de gouvernance totalitaire et de type paranoïaque, puisqu'en fait l'autre est vécu et l'individu, la nature humaine est vécue comme dangereuse et qui engendre bien sûr des contagions. Tout à l'heure on a vu au Guatemala, c'est sûr que les Guatémaltèques ils ne sont pas paranoïaques quand ils disent qu'ils sont anti-américains. Voilà, ils sont vraiment victimes de tout un ensemble de choses qui a réprimé complètement leur volonté et celui qu'ils avaient élu. Alors, paranoïa, c'est une maladie qui est finalement assez peu étudiée. Ariane Bilérand, toujours, tout à l'heure j'ai parlé de l'autorité, qui a travaillé pas mal sur le harcèlement. Elle a fait un livre sur cette psychopathologie qui est finalement assez peu étudiée. Et elle explique, je ne vais pas trop détailler, mais que la paranoïa, il faut savoir qu'en psychologie, il y a deux grands types de psychopathologie. Vous avez les psychoses et puis les névroses. Et donc les psychoses, c'est qu'il y a vraiment une altération, donc c'est beaucoup plus archaïque, c'est un traumatisme qui a été fait assez tôt, là, notamment au stade oral, c'est-à-dire entre 0 et 8 mois, où c'est le principe de réalité qui est altéré. Il y a un déni de la réalité, la personne vit dans son monde, si on peut dire, alors que la névrose, ça arrive un petit peu plus tard dans le développement, c'est plus lié à l'intégration de l'Oedipe, et donc ce sont des pathologies
qui sont moins liés à des mécanismes moins archaïques. Et évidemment, à partir du moment où vous n'avez pas passé une étape de développement, puis que vous êtes resté fixé à ce niveau-là, vous ne pouvez pas non plus accéder aux autres étapes de développement. Tout à l'heure, d'ailleurs, quand j'ai expliqué là, le ça, le moi et le surmoi, en fait, il est justement étayé par l'éducation, sur se socialiser, et avec des interdits et des tabous qui permettent justement de sortir de la toute-puissance infantile. Et c'est ce principe de réalité qui est important pour que la constitution de l'individu se fasse correctement. Donc le paranoïaque, lui, il est dans la toute-puissance. Il n'y a pas de limite. Il n'existe pas de réalité, c'est uniquement son désir à lui qui est important. Et il est paranoïaque surtout connu, donc ça c'est le côté psychose, et il est surtout connu pour le délire de persécution, donc qui est persuadé que l'autre et le monde est hostile, et donc ce sont des mécanismes de défense qui se mettent en place par rapport à ça. Ma première conférence, j'avais intitulé La mondialisation, ce mouvement pervers narcissique, et c'est vrai qu'il y a des points communs importants entre la perversion narcissique qui est plus du côté de la névrose, donc moins archaïque, et paranoïaque. Mais il y a quand même une différence, c'est que le paranoïaque est toujours pervers narcissique, puisqu'il y a un déni de la réalité, mais par contre on peut être pervers narcissique mais ne pas être paranoïaque, donc voilà, il y a une différence entre tout ça. En tout cas, les points communs sur le comportement, c'est notamment la manipulation, donc je dépossède l'autre de son libre arbitre, donc ce qui est l'objectif. La démesure narcissique, avoir la prédation, c'est-à-dire l'emprise et le contrôle que je peux avoir de l'autre et du monde qui m'entoure. La réalité n'existe pas en dehors de mon désir à moi. L'intention, donc il y a aussi l'intention de nuire, on a conscience de ça, puisque l'autre est mauvais, donc conscience soit de mentir, soit de nuire à l'autre. Donc ensuite il y a intimidation ou menace. Alors pour le pervers narcissique c'est plus intimidation, mais par contre pour le paranoïaque c'est plus du domaine réellement de la menace, parce que la menace ne doit pas exister, c'est quelque chose qui est inconcevable. Et ensuite l'instrumentalisation ou la négation, voilà, donc sur la perversion narcissique j'ai un peu plus détaillé aussi dans ma première conférence sur la mondialisation. Alors on voit à travers ce tableau-là de la paranoïa qu'on retrouve les manipulations qui ont été faites, qui ont essayé d'être faites sur le psychisme humain pour créer un homme nouveau, et notamment donc sur le fait qu'il n'existe pas de réalité, donc pas de principe de réalité, et uniquement le principe de plaisir qui existe, avec le lien à l'autorité aussi. Voilà, alors là j'ai fait un tableau, c'est pas très... Bon, j'ai mis donc tout ce qui était paranoïaque, les traits du paranoïa, et puis la société, alors j'ai mis perverse, mais bon, société paranoïaque ou perverse, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, donc vous avez chez le paranoïaque absence d'empathie. L'empathie c'est quelque chose qui est inné, c'est-à-dire que ce que ressent l'autre, je le ressens aussi. Les nourrissons, quand ils naissent, donc quand ils entendent leur propre cri ou un bruit blanc ou le cri d'un autre bébé, ils sont sensibles au cri de l'autre bébé mais pas aux autres situations. Donc, ce qui montre bien que nous sommes, parce que nous sommes dans une espèce sociale aussi, donc nous sommes perméables à l'émotion d'autrui. Donc la paranoïa, comme il y a un sentiment d'hostilité envers l'autre, donc ça génère des rapports humains qui sont plus des rapports humains qui sont déshumanisés ou instrumentalisés par rapport à ça. Et les humains sont interchangeables, on le voit au niveau du management ou autre, où en effet on dit on est des pions, on change, etc. Enfin, voilà.
Ensuite, donc, vous avez tout ce qui concerne... Ah oui, alors il y a le rapport à l'argent aussi, bien sûr, dedans, la cupidité, l'avarice, donc qui est un trait du paranoïaque et qui est aussi par rapport à ça. Le déni de différenciation sexuée, alors ça aussi c'est lié au paranoïaque, c'est que pour lui il est tout puissant, donc il n'y a pas de différence entre père, mère, victime, sauveur. Voilà, il y a une différenciation de ça, et notamment au niveau sexué, ce qui génère dans les sociétés perverses, et bien aussi cette négation de la différenciation des sexes, et notamment on voit par rapport à ça la théorie des genders, les hommes, les femmes, les pansexuels, qui est le nouveau concept, alors pan voulant dire tout, voilà, les standards d'éducation sexuelle aussi qui sont en train d'être mis en place par l'OMS. Voilà. Donc ensuite vous avez les délires de persécution ou de complot, donc le monde autrui est hostile, donc c'est un principe du paranoïaque, donc ce qui génère au niveau de ça en effet, tout ce qui concerne le communautarisme, le contrôle social, la surveillance, la réécriture de l'histoire, voire des génocides, comme les nazis ou autres, ou l'eugénisme aussi, qui sont dans ce trait-là. Vous avez, donc, le paranoïaque, c'est aussi, ça se voit pas, c'est une folie qui est résonante et qui est dans un système de logique. Et donc, les sociétés perverses donc, sont justement sur tout ce qui est planification, programmation, modèle de gestion, calcul, etc. La réalité donc n'existe pas, seule la perception et le désir comptent, donc là on est justement sur le constructivisme radical ou le New Age qui nous aide justement à dépasser ça, et c'est aussi un non-respect des règles d'équilibre et de conservation du monde et des sociétés. Puisque par rapport à ça, à partir du moment où je ne prends pas les règles d'équilibre de l'autre, c'est-à-dire ce qui lui fait bien ou pas, ou la terre, qu'est-ce qui la rend malade ou pas, et que je fais uniquement en fonction de mon propre désir, évidemment, ça génère des déséquilibres dans l'environnement et au niveau des autres. Alors je l'ai mis comme ça parce que j'en parle beaucoup dans la conception du travail française qui justement a été liée à ça, sur les règles de conservation de l'homme au travail, voilà, qui était quelque chose d'important et qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on prend un employé, hop, et quand on l'a pressé, hop, voilà, il est flexi-sécure de toute façon, donc voilà. La réalité, j'ai dit, donc le harcèlement, alors en effet par rapport à ça, les paranoïaques ont des attitudes de harcèlement, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas qu'il y ait des différences, ils ne supportent pas l'altérité, donc ça génère tout ce qui est un régime donc, totalitaire, procédure, pensée unique, les manipulations et mensonges, suppression de la parole par la calomnie qui est utilisée par le paranoïaque pour empêcher l'autre d'avoir la parole et d'exister. Donc c'est tout ce qui concerne la propagande, la gestion de la perception, contrôle de la formation, y compris le complotisme, parce qu'en calomniant l'autre, de dire ah bah oui mais vous voyez des complots partout, en effet on lui coupe la parole, mais ça empêche de voir aussi la réalité des faits. Hypertrophie du moi et donc totalitaire, parce qu'en effet il n'y a que moi et mon ego qui compte, et donc l'égocentrisme, les sociétés aussi. Pareil, donc le client roi ou les lecteurs rois, où on se base uniquement sur le désir. Voilà, des possessions d'autrui de son libre arbitre et de son énergie, donc toujours pareil, les procédures, le non-respect du droit, les manipulations de langage. Alors oui, pour le paranoïaque, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus. Le langage, donc c'est une folie résonante, le langage est vraiment un outil de pouvoir très important. Par rapport à ça, donc, dans les sociétés de ce type-là, Orwell en parle, dans 1984, la novlangue et le ministère de la vérité.
qui en effet sont des... voilà, il y a des choses les mots, on change le sens des mots et on simplifie au maximum les mots. Voilà, le ministère de la vérité ou des fake news. Hein. Ensuite, vous avez la négation donc, de la temporalité, du temps, hein, puisque on est dans la toute-puissance, donc la mort n'existe pas non plus, et la transmission non plus. Et dans ce cadre-là, donc pour le paranoïaque, hein, d'ailleurs, vous avez des exemples de paranoïaques qui ont perdu par exemple un enfant et qui se font faire des poupées avec des cheveux de l'enfant et puis qui dorment avec eux. Voilà, il y a une négation de la vie-mort qui n'existe pas. Donc là, on voit apparaître actuellement le transhumanisme, hein, dont l'objectif est d'éradiquer la maladie et surtout la vieillesse, donc la mort. D'ailleurs, l'apôtre du transhumanisme a dit que l'être humain qui serait immortel est déjà né. Voilà. Ensuite, l'expansion de son espace est envahissant, donc autant le temps n'est pas pris en compte, mais l'espace oui, hein, donc tout est pris par mon désir et pour moi, et donc c'est ce qui donne dans les sociétés plutôt le domaine de l'impérialisme, hein, donc c'est-à-dire aller conquérir les autres pays autour, l'esclavagisme aussi, hein, où on nie la dignité de l'autre et voilà, et tout ce qui est régime totalitaire. Voilà pour le petit parallèle entre la personnalité paranoïaque individuelle, hein, psychologie, et puis ce qui se passe au niveau psychosocial quand on a des traits de ce type-là. Et en réalité, derrière, il y a deux visions du monde, comme on voit se dessiner, qui sont depuis la nuit des temps qui existent, c'est-à-dire vous avez soit l'hétéronomie, donc c'est-à-dire c'est l'extérieur qui décide pour les gens, donc soit par la science, soit par les élites, hein, ou les esclavagistes, les propriétaires, et puis l'autonomie, c'est-à-dire par contre où là c'est les individus et les peuples, des groupes qui ont leur libre arbitre et décident de leur propre destin. Dans le premier, donc comme pour Bernays, comme pour le marketing politique, etc., donc les êtres humains sont irrationnels, mus brassés par des pulsions. C'est donc par rapport à ça le business qui régit ça et qui est le mieux à même, hein, de répondre à ces pulsions-là et les canaliser. On est dans le domaine de la séduction, de flatter les sentiments, de flatter l'autre. Aussi dans l'inconscient individuel, la manipulation. La liberté donc des tyrans de tyranniser, puisque c'est eux qui sont là pour mener les autres, donc ils doivent être libres de pouvoir exercer le pouvoir comme bon lui semble. L'État donc et le pouvoir sont pervertis et c'est donc l'ennemi du peuple. Donc la logique de détruire les États, c'est-à-dire de créer quelque part le chaos puisqu'il n'y a plus de loi et plus d'État. Et donc la logique impérialiste. Et au contraire, donc l'autonomie des peuples, hein, l'émancipation des peuples, c'est de partir du principe que le citoyen est un être rationnel, que par rapport à ça, c'est l'État et la politique qui lui permet, qui est l'outil pour s'autodéterminer collectivement leur destin. C'est basé justement sur le choix, sur non pas un désir individuel ni une vision individuelle, mais sur de la délibération avec ses congénères pour l'avenir commun. C'est le respect de la dignité et la capacité déterminée de s'autodéterminer collectivement, la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la liberté, mais c'est aussi la fraternité, hein, l'égalité de tous devant ça.
L'État est garant de l'autodétermination collective, c'est bien l'État qui est le pouvoir de tous qui permet de garantir ça à tout le monde. Et donc, qui respecte aussi le droit de non-ingérence, hein, contrairement à l'impérialisme, hein, qui veut aller à la conquête et s'ingérer dans les autres pays pour ses propres intérêts. C'est au contraire le respect du droit international, notamment de la charte de l'ONU, et puis aussi le principe républicain que j'ai expliqué notamment sur comment le management a en effet détruit la conception française du travail. Alors pourquoi le système de mondialisation tel qu'il est, qui est plus de l'hétéronomie, hein, pourquoi ça s'est fait à partir des États-Unis? Parce qu'il faut savoir que les États-Unis, le mythe fondateur des États-Unis, c'est pas du tout comme en France. L'épisode, c'est les Boston Tea Party, c'est-à-dire que c'était les esclavagistes qui en avaient marre de payer des taxes à la Grande-Bretagne, puisqu'ils voulaient garder l'argent pour eux-mêmes, qui ont jeté des caisses de thé à la mer. C'est pour ça qu'on appelle les Boston Tea Party, pour donc rejeter le pouvoir de l'Angleterre et conquérir leur indépendance, et notamment en ne payant plus de taxes. Vous avez d'ailleurs le livre de Howard Zinn, hein, qui s'appelle Une histoire populaire des États-Unis, qui explique tous les mécanismes qui ont été mis en place, notamment pour que il n'y ait pas là-bas de droit du travail, comment on faisait venir des vagues de migrants pour casser les grèves et que du coup les exigences des gens qui étaient en place ne puissent pas se faire, enfin tout ce genre de choses qui, pour ceux que ça intéresse, qui est très documenté. Bon, par contre, donc, en République, en France, hein, d'ailleurs on est le seul pays dans l'Union européenne à avoir une république, toutes les autres sont des démocraties, hein, puisqu'en fait vous avez beaucoup de royautés, en Espagne, en Belgique, en Suède, etc. Donc, et puis, par contre, les principes de la République, ils sont issus de 1789. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire l'émancipation des peuples. Donc nous, c'est bien pour nous extraire de la tyrannie du pouvoir divin, donc des rois et de la noblesse. Donc le peuple s'est érigé pour avoir son indépendance et vouloir s'auto-déterminer collectivement. Voilà. Et donc le principe républicain, qui est toujours dans notre constitution en préambule, hein, Déclaration des droits de l'homme, est sur ce principe-là. Par contre, dans les démocraties anglo-saxonnes, parce que la République, c'est une façon particulière de voir la démocratie, dans les démocraties d'inspiration anglo-saxonne, qui sont liées aussi au protestantisme, là, la liberté, c'est justement l'individuel, de rejeter, de protester, les protestants, de rejeter en effet les conventions et tout ça. La liberté, du coup, là-bas, c'est que le droit individuel est supérieur à celui de la majorité et que, quelque part, ce que exige la majorité, c'est une contrainte pour le droit de l'individu. Alors que chez nous, en France, dans une république, c'est bien les droits de la majorité qui sont supérieurs par rapport aux droits d'un individu, puisque évidemment on se protège des tyrans, hein, donc des individus qui ont, de pouvoir divin ou par autre chose. Voilà, alors là j'ai mis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un texte superbe. Alors c'est vrai que souvent on le critique, notamment par rapport à l'œil là-haut, qui serait un truc franc-maçon Illuminati, mais il faut savoir que ça c'est le symbole du troisième œil, pour un peu des développements personnels, c'est aussi celui de la connaissance, hein, de ce que je vous disais par rapport à Platon aussi, c'est d'aller à la rencontre du monde et du cosmos, et d'élever justement l'humain à la connaissance pour pouvoir s'auto-déterminer par lui-même, et c'est quelque chose qui est important.
Donc ça, c'est le tout début hein, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À savoir que la Déclaration des droits de l'homme qu'on utilise actuellement, c'est les Déclaration universelle des droits de l'homme de 58 qui date donc d'après-guerre et qui, elle, a évacué justement le côté citoyen. Voilà, et l'individu, du coup, n'est pas conçu dans sa dimension collective, hein, dans une espèce sociale et d'intérêt général, mais est conçu dans sa dimension individuelle, individualiste et plutôt de type anglo-saxonne. Donc, les représentants donc, du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli, le mépris des droits de l'homme sont la seule cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration soit constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif, ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient respectés, afin que les réclamations des citoyens, donc fondées désormais sur des principes simples et incontestable, tourne toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Voilà. Et vous avez dans les articles la loi et l'expression de la volonté générale. Voilà. Et ça, c'est un principe républicain. Voilà, donc la mondialisation donc, apparaît comme un mouvement pervers narcissique donc, qui est contagieux et mortifère. Parce que nous avions donc un modèle social donc, qui permettait hein, de justement réguler la tyrannie hein, et de nous émanciper de ça. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure à propos des médias le quatrième pouvoir, hein, et on est bien là sur le principe de séparation des pouvoirs de Montesquieu, hein, donc l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et en fait, ce quatrième pouvoir qui formate l'opinion des gens est venu perturber l'équilibre qu'il y avait dans ces pouvoirs-là, puisqu'ils s'opposaient. Hein, notre Constitution veut que ces pouvoirs, on ne peut pas les éradiquer, ils existent, mais par contre, ça permet de les équilibrer. Et l'introduction de ce quatrième pouvoir à travers le marketing, les médias, l'utilisation qui est faite de ça, donc, a finalement fait basculer aussi la France et fait une collusion de pouvoirs qui finalement fait que cette culture américaine a pu se mettre en place chez nous. Voilà, donc on assiste en fait à ce qu'on peut appeler, certains appellent aussi une psy-war, hein, c'est-à-dire une guerre psychologique qui n'est pas menée comme Hitler avec des chars et en envahissant physiquement les États, mais par contre par des traités internationaux, l'Union européenne, alors qu'au référendum de 2005 on avait dit non, ils nous ont quand même ratifié ces traités-là. Donc tout un ensemble de démarches qui sont accompagnées par l'information, par tout le marketing politique, donc qui finalement donc est au pouvoir. Et aujourd'hui, donc avec les géants du net qui ont vraiment, parce que pour mettre en place un système, une société qui maîtrise, qui d'hétéronomie, hein, comme j'ai dit, c'est-à-dire qui décide pour les gens de ce qui est bon pour eux, il faut contrôler, donc dans une démocratie, dans ce qu'on appelle une démocratie, il faut du coup contrôler l'opinion. Et ce quatrième pouvoir est important et il est aujourd'hui dans les mains d'Internet. Et si vous regardez bien, Internet qui a été créé par les conférences massives, c'est quoi? C'est un système ouvert qui est parfait et qui est au-dessus des États. Voilà. Il n'est pas attaquable par les lois et les États.
Donc c'est un cyberespace qui a été créé et qui est complètement déraciné de la réalité, qui est dans un environnement virtuel. Voilà, donc le renversement sociétal induit donc des psychopathologies comme la norme, hein, donc par exemple en entreprise, j'instrumentalise l'autre pour atteindre mes objectifs de résultats ou autre, ou là j'instrumentalise mon groupe d'indécis pour pouvoir être élu. Voilà, et qui pervertit aussi les États et les individus sains, donc à travers ces techniques, et c'était l'objectif hein, des freudo-marxistes notamment, de la subversion, hein, c'est-à-dire de détruire le pouvoir de l'État, hein, qui était esclavagiste, hein, qui était dans le conditionnement, hein, c'est le contexte américain. Hein, donc pour pouvoir répondre enfin le contre-pouvoir en tout cas à ça, et qui pervertissait l'individu, en tout cas qui poussait les individus par ce nouveau mot à changer la société. Parce qu'il y a eu des répressions sanglantes de toutes ces contestations-là, et concrètement, ils ont décidé de changer de stratégie en utilisant toutes ces techniques, donc Palo Alto, New Age, pour faire vraiment un homme nouveau, libéré de l'éducation et des normes et du conventionnel. Voilà, donc cette maladie-là de tyrannie, je dirais, donc a été transmise en France notamment par la mondialisation et puis l'outil de la mondialisation qui est l'Union européenne, et comme jadis l'avaient fait d'autres tyrans, hein, comme le faisait Staline aussi, hein, et en réponse à ça, la République française, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a notamment, et là j'ai mis le programme national de la résistance, l'intitulé, il a été donc édifié avant la libération hein, par les résistants français, et leur volonté, ce qui a été mis en place d'ailleurs en mettant en place la sécurité sociale, en mettant en place tout ce qui concerne les conventions collectives, en mettant en place les services publics, l'EDF, la SNCF, tout ça. Donc en mettant en place ça, ils voulaient donc restaurer la mission universelle donc, de la France. Et qu'est-ce qu'ils entendaient par mission universelle? C'est justement ça, émancipation des peuples, des élites qui sont tyranniques et qui veulent imposer et nous dicter les choses. Et donc ça passe par rendre la parole au peuple français, la liberté de penser, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de la presse. Hein, ils avaient bien ciblé déjà à l'époque, hein, donc, parce que évidemment tout ce qui était propagande pétéiste et autres, voilà, était à l'œuvre, et ils avaient bien ciblé comment ça permettait de cibler, de faire entrer les choses dans la tête des gens. Son honneur et son indépendance à l'égard de l'État et des puissances d'argent et des influences étrangères, la liberté d'association, de réunion, de manifestation, l'inviolabilité des domiciles aussi, hein, et le secret de la correspondance, le respect de la personne humaine, l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Voilà. Et donc là, ils ont réaffirmé le principe de la République française à travers aussi tous les outils hein, dont j'ai parlé et que j'ai détaillé dans d'autres conférences sur notre modèle français, notre modèle social, donc qui veille à garantir l'égalité de droits de tous les citoyens et dans l'intérêt général. Donc voilà, alors tout ça pour boucler un petit peu sur la deuxième conférence que j'ai fait, parce que l'intitulé aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait des connaissances de notre cerveau. Voilà. Donc là, j'ai essayé d'éclairer, j'ai fait pas mal de recherches, comme j'ai dit, on n'en a pas parlé à la fac, donc de comment on utilisait les connaissances du cerveau humain, et en effet, on voit qu'aujourd'hui, ces connaissances-là, avec les neurosciences, etc., sont utilisées pas forcément pour émanciper les gens, mais au contraire pour les contrôler. Et là, et ce qui est
ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à l'origine, je suis partie de ces recherches parce que j'ai été interviewée, j'étais dans un service public, et donc vous avez... donc là, j'ai décrit ce qui s'était passé aux États-Unis et comment c'était arrivé ici en France, mais il faut savoir que vous avez cette thèse de sociologie à laquelle j'ai un peu participé, j'ai été interviewée, j'étais à l'AFPA, qui permet d'expliquer que la psychologie française n'est pas du tout ça. En France, les psychologues, donc les premiers, c'était ceux qui étaient dans l'orientation professionnelle, de façon à ce que chacun puisse trouver sa place dans la société sur un principe républicain, pour que chacun puisse développer ses propres talents et en faire bénéficier de façon coopérative les autres. Les cliniciens en France, ils ne sont arrivés qu'après 68. Il n'y avait pas de psychologue, alors qu'aux États-Unis, chacun avait son psychanalyste, etc. En France, il n'y avait aucune reconnaissance. Et il y a eu ensuite les directions des ressources humaines et tous les cliniciens qui sont arrivés. Donc, pour ce que comment la psychologie a été utilisée en France, je recommande ma deuxième conférence sur justement la destruction de notre conception du travail par justement le management et la cybernétique, qui explique que la psychologie en France, les psychologues, ils ne voulaient pas travailler dans le privé. Pour eux, c'était impossible, parce qu'ils étaient trop conscients de ce que ça pouvait générer et qui était contraire à l'intérêt général, voilà, et à la politique. Voilà, je n'irai pas plus loin. En fait, c'est basé notamment sur les travaux de Thomas Le Bionic, qui est sociologue, il n'est pas psychologue. Souvent, l'histoire de la psychologie est racontée par les psychologues, mais c'est pas très... Voilà, donc là, il est parti dans les archives de Renault, de tous les services publics, etc. C'est assez intéressant. Je l'ai là, d'ailleurs, mais voilà. Et pour finir tout ça, voilà, la prochaine conférence, donc ce sera sur les clés justement du bien-être ensemble, en renouant avec nos instincts sociaux et nos racines, puisqu'en fait on voit qu'en créant un monde anti-autoritaire, on nous coupe de nos racines et aussi de la transmission et aussi des faits réels et de l'histoire. Et donc c'est ce que j'essaye de faire moi à travers ces conférences, c'est de faire partager les éléments, notamment historiques, qui nous replacent en effet dans tout ça, et comment notamment ma profession et les connaissances de nos cerveaux sont utilisées. Voilà.